chant pour se souvenir. Sur les 8 milliards d'habitants que comptait la Terre, environ 1,5 milliard de personnes vivaient dans des pays appelés pays développés à économie de marché. Nous en faisions partie. Nous consommions en moyenne plus de 250 litres d'eau potable par jour et par personne. Par année, plus de 3000 litres de pétrole. Nos ménages s'élevaient à 2,5 personnes. Ils participaient à la production de centaines de millions de tonnes de déchets par an, garantissaient la consommation destructrice de masse et contribuaient à dévaster le monde. Nous le reconnaissions. Cependant, nous commandions des Fairphones ou téléphones équitables, question de conscience. De responsabilité estimions-nous qui préférions le pain multicéréal au pain blanc, le poulet fermier au poulet issu de l'élevage intensif, le sirop sans colorant au sirop grenadine, les snacks alternatifs aux chips industriels. Nous qui, au confort standardisé des hôtels, privilégions les hébergements classés insolites, tels que Nuit sur la paille, en tipi ou cabane sylvestre. Nous qui suivions des formations continues et nous inscrivions à des ateliers en tout genre. Yoga, bien sûr, mais aussi biodynamie appliquée au jardin. Nous qui inscrivions nos enfants à des stages d'éveil musical, d'écriture ou de danse conçus pour eux, les portions jusqu'à leurs 15 kilos dans des porte-bébés ergonomiques et les emmenions voir des expositions sur la question du genre destinées aux 7 à 12 ans. Nous qui nous abonnions à des paniers bio, adhérions à la philosophie du zéro déchet et fréquentions des lieux de vente en vrac, même si, pour les consommables tels qu'ampoules, cartouches d'encre ou sel pour le lave-vaisselle, nous cédions à la commodité des grandes surfaces. Nous qui participions à des marches anti-énergie fossile, tout en brûlant force combustible pour relier habitat et travail, loisirs et quotidien, ville et campagne. Nous qui, contrairement à d'autres groupes sociaux, ne lavions pas nos voitures les jours de congé, ne possédions pas de téléviseur, faisions du maquillage un usage limité et, sauf subtil second degré, ne portions pas d'accessoires incrustés de brillant. Nous, dont l'appartenance aux catégories socio-professionnelles dites supérieures élevait le pouvoir d'achat au-dessus de la moyenne, ce qui faisait de nous une cible très réceptive aux produits de niche, nous qui, petit à petit, étions parvenus à nous assurer, lors des fêtes d'anniversaire, que personne ne s'amène avec un cadeau en plastique fabriqué en Asie. Dans les 5 années précédentes, 20 millions d'emplois avaient disparu de nos marchés, dont un quart en Europe. Nos taux de chômage explosaient. Explosait également l'économie dite collaborative. Et nous usions de plateformes telles qu'Uber, Airbnb, Netflix, Blablacar ou eBay. Que ce soit via l'impression de tickets à domicile, le virement en ligne ou la part croissante d'autres services que nous nous rendions à nous-mêmes, nous participions volontiers à la rationalisation des coûts déplaçant le travail des entreprises vers les clients. Le salaire, toutefois, restait le moyen principal de distribution des revenus. À l'échelle planétaire, des emplois sous-payés se créaient par milliers tous les jours, tandis que se suicidaient les agriculteurs. Alors qu'une masse énorme de capital circulait au-dessus de nos têtes, il devenait insoluble de financer les assurances sociales et les investissements pour nos collectivités. Paradoxalement, une pléthore de biens nous environnait, produite avec toujours moins de travailleurs, issus de nos populations du moins. En toutes circonstances, nous devions saisir nos données, nom, prénom et adresse, numéro de carte de crédit. Nous votions à gauche, nous ne savions plus qui élire et avions une vision vraiment incertaine de l'avenir. Nous parlions de valoriser la diversité, de promouvoir la mixité. Il nous était pénible de converser avec nos vieux parents lorsque leurs propos se teintaient de xénophobie. Nos contacts avec eux se limitaient essentiellement à leur confier nos enfants un jour par semaine. Bon là. Grosse abeille. Reprenons après cette petite intervention. Il nous était pénible de converser avec nos vieux parents lorsque leurs propos se teintaient de xénophobie. Nos contacts avec eux se limitaient essentiellement à leur confier nos enfants un jour par semaine. Le moment venu, nous les placions dans des maisons de retraite. Nous travaillions tout le temps. Nous négocions des temps partiels. Nous cumulions des mandats. Périodiquement, nous nous déclarions sous l'eau, mais nous savions planifier et rationalisions absolument tout. Nous exécutions, nous ne cessions d'optimiser nos capacités d'exécution.
2 fois par an, nous allions nous faire détartrer les dents. Nous savions que certaines matières premières s'étaient d'ores et déjà raréfiées. Une grande part de l'électricité mondiale provenait d'un charbon de plus en plus médiocre. À un certain stade, l'extraire et le transporter représenteraient une perte nette. Nous savions que pour se maintenir et continuer d'emprunter, les sociétés d'exploitation minière devaient continuellement étendre les territoires sur lesquels elles possédaient des droits. En dépit des variations de prix du pétrole, d'ultimes tours de passe-passe regonflaient le crédit et accroissaient, la dette enflant, le développement du commerce, du trafic aérien, maritime et routier, l'industrie des technologies et de l'armement. Bon nombre de centrales nucléaires vieillissantes n'étaient plus sûres, tandis que nos espoirs de voir des méthodes vertes se substituer à ces sources dangereuses se heurtaient à de nouveaux dilemmes. L'extraction de métaux rares, indispensables à la fabrication des éoliennes comme des panneaux solaires, devenait dévoreuse d'énergie en soi. La pollution des sols, des nappes phréatiques et de l'air atteignait des seuils critiques. L'effet de serre s'était amplifié, avec pour conséquence des épisodes de canicule prolongés, des inondations et des tempêtes. Insectes, oiseaux, vers de terre disparaissaient à toute vitesse. Au-delà de certaines limites, nous en avions désormais la certitude. Les écosystèmes basculeraient et la biosphère nous deviendrait hostile. Du point de vue géophysique, les grands cycles de la nature, celui de l'eau, du carbone ou de l'azote, avaient déjà commencé à se détraquer. Le problème était que nous ne le croyions pas. Nous ne croyions pas ce que nous savions. Seule montait l'anxiété. Jamais l'espérance de vie n'avait été si élevée et cependant, notre angoisse semblait de plus en plus difficile à calmer. Pour conserver la vie que nous connaissions, des inégalités étaient-elles nécessaires? Ces sacrifiés sociaux dont nous percevions l'existence, étaient-ils désignés par une entité supérieure? Devaient-ils leur sort au hasard? Méritaient-ils les conditions qui leur étaient réservées en qualité de sous-productifs, d'assistés, de feignants ou, dans le cas des étrangers, d'être culturellement, voire génétiquement inférieurs? En définitive, comment et de quoi vivraient nos enfants? Les présidents, les ingénieurs, les cadres supérieurs en savaient-ils plus que nous? Quel but poursuivait réellement la gouvernance ou la recherche, hormis différer indéfiniment les menaces toujours plus folles qui pesaient sur nos têtes? Quand tomberait l'échéance? Des leaders rassuraient les masses. Nous avions nous aussi nos héros, nos chantres. Nous accouchions à domicile ou en maison de naissance, sans péridurale. Nous adorions les huiles essentielles et portions la Moon Cup. Nous créions des faire-part originaux. Nous parlions de l'instant présent, du lâcher-prise, de pleine conscience. Nous achetions des livres sur le véganisme et aimions tout particulièrement organiser des brunchs. Tous les 3 mois ou presque, nous apprenions qu'une de nos connaissances était atteinte d'un cancer. Des études accusaient l'usage des pesticides, la pollution, les pressions subies au travail. Nulle multinationale n'endossait les coûts de ces méthodes, toutes les charges se reportant sur les États dont les revenus diminuaient. Quant aux produits jugés dangereux, nos gouvernements perdaient peu à peu les moyens de les interdire. Les régimes de sécurité sociale qui avaient existé n'avaient plus cours. Partout, des assurances privées entraient en vigueur. Leurs primes plongeaient les ménages en défaut de paiement. En parallèle, d'onéreuses complémentaires garantissaient organes artificiels, prothèses illimitées, cellules cultivées en organisme animal, tandis qu'à travers le monde, des millions de déplacés fuyaient des dictatures, des famines ou des guerres, jetés sur les routes, parqués dans des camps, coincés le long de frontières. En ce qui nous concernait, nous voulions bien nous montrer charitables et de bonne volonté. Malgré tout, nous nous inquiétons du nombre d'arrivants et tenions pour évident que nos émigrés méconnaissaient les réalités des sociétés qu'ils avaient cherché à rejoindre, idéalisant l'accès à la sécurité, à la liberté et surtout au confort et au pouvoir d'achat, ne rêvant en définitive que de consommer à leur tour plus de 250 litres d'eau potable par jour et par personne pour plus de 3000 litres de pétrole par année. Quoi qu'il en soit, ceux dont la vie n'était pas directement menacée se verraient refuser l'hospitalité. En réalité, nous le savions, une telle situation était intenable sans violence. Et au fond de nos êtres, le sens commun restait intact. Entre nous et n'importe quel autre habitant de la Terre, peu importe les écarts de culture ou la puissance du marketing, la différence était minime. Lorsqu'il s'agissait de convertir tout cela en opinion, nous répétions nos mantras.
Il nous appartenait de démonter les infâmes méthodes populistes qui, aux millions de lésés, de sans-emploi, de prolétaires et de classes moyennes étranglées, offraient des groupes à exclure, à haïr pour se défouler. C'était bien simple. Nous condamnions l'extrême droite, et nous condamnions les murs érigés aux frontières. Nous condamnions également le commerce des armes, les restrictions de la liberté de presse, le commerce de l'ivoire, et condamnions encore au passage la survaccination des populations occidentales. Il était urgent, déclarions-nous, de remettre sérieusement en cause le système capitaliste, la croyance au développement par la croissance, notre mode de vie à lourde empreinte écologique. Mais bordel, chaque fois que nous tentions d'appréhender la question du pouvoir, nous aboutissions aux mêmes impasses. Rien à attendre de nos autorités schizophréniques, qui d'un côté s'efforçaient de promouvoir les efforts écologiques, de l'autre encourageaient des libertés de consommation sans limite. À supposer qu'un élu ait seulement cherché à entreprendre une transition acceptable, initier une prospérité sans croissance ou défendre nos biens communs, la pression des lobbies lui aurait arraché tout levier. Quant à la contestation citoyenne, voilà longtemps que nous avions commencé, quoique abonnés à des organisations de cybermilitantisme international et accoutumés à signer entre 8 et 12 pétitions par semaine, à douter qu'il exista jamais quelque possibilité d'opérer une révolution à large échelle. Qu'avions-nous fait de notre foi? Imprégnés de culture chrétienne, nous étions mine de rien plus attachés aux traditions que nous le croyions, et célébrions plus d'un rite annuel. Certaines d'entre nous avaient été baptisées, mais nous ne baptisions point nos enfants. Certes, le déclin des églises, leur détérioration en tant que patrimoine nous faisait de la peine. Pour autant, nous ne croyions pas en Dieu. Certaines disaient « Je crois qu'après la mort, il y a quelque chose ». Nous aimions la bande dessinée, le cinéma d'auteur, les arts plastiques et ceux de la scène. Nous fréquentions des festivals et parmi nous, il s'en trouvait qui travaillaient dans le management culturel. D'autres peignaient, étaient photographes professionnels ou médiatrices auprès de publics classés empêchés. Nous discutions passionnément de l'influence grandissante des jeux vidéo. Nous évoquions l'intelligence artificielle, la collection des données, les réalités virtuelles. Nous tentions d'imaginer le moment où nos corps deviendraient superflus et en quoi consisterait le dépassement des humains par les machines. Pensez que, dans un monde qui se détruisait, le fait de rester créative, préserver notre intégrité, nous soulageait beaucoup. Après coup, il nous arriverait de penser que rien, ni la création artistique, ni la philosophie, ni le divertissement, ni la signature de pétitions en ligne, n'aurait dû sembler aussi important que la lutte contre des compagnies commerciales géantes, infinies avaleuses de ressources, et qu'il aurait fallu, pour commencer, identifier les fondements de ce système qui, en coupant les liens unissant nos actes à la conscience morale, interdisait à chacun d'endosser ses responsabilités. Lorsque nous repenserions à la vie que nous menions à cette époque, une des seules choses qui nous paraîtrait compréhensible serait notre habitude d'organiser des brunchs. À travers les bouleversements qui viendraient, nous comprendrions à quel point nous réunir comptait. Nous réunir et nous témoigner du réconfort.